Le jour où on a compris que la dépression peut induire des troubles du comportement, on est moins mauvais dans la gestion des troubles du comportement des patients. Alors qu'est-ce qu'on sait? Que les troubles du comportement, ils sont imprévisibles. Difficile de dire pour un patient à quel moment il va avoir des troubles du comportement, quels sont les troubles du comportement qu'il va présenter et quelles répercussions ça aura pour lui et son entourage. Mais ce qu'on voit, c'est qu'en fait, la majorité des personnes qui ont des troubles comportementaux et psychologiques dans le cas des démences voient leurs symptômes disparaître ou diminuer suite à un traitement adapté. Parfois même sans traitement et sans prise en charge, le trouble du comportement disparaît. Alors que la démence, jusqu'à présent, elle évolue de façon inexorable. Un petit schéma, la fonction cognitive au cours de la maladie démentielle va progressivement être détériorée, avec une répercussion sur le fonctionnement. Et si on essayait de faire la même chose pour décrire les troubles comportementaux, on est beaucoup plus embêté. Et ce n'est pas quelque chose qui est linéaire, qui est corrélé avec l'avance, avec la sévérité de la démence. C'est quelque chose qui va apparaître assez tôt dans la maladie, qui va être fluctuant, qui va disparaître, les troubles du comportement vont changer d'un moment à l'autre et être plus ou moins résolutifs. Donc, le trouble comportemental n'est pas synonyme de démence. Alors, il y a plusieurs modèles qui essaient d'expliquer ce phénomène, d'essayer de comprendre. Donc, on remonte à loin, on remonte à des modèles qui sont décrits en bas à droite au niveau environnemental par un monsieur qui s'appelle Lawton et qui travaille sur l'environnement, où on peut travailler aussi sur des seuils de sensibilité au stress par des gens qui publient en 87. Ce qu'on voit au bout du compte, c'est que la personne qui a des troubles cognitifs va être en difficulté pour s'adapter au stress généré par son entourage, généré par des problématiques somatiques, par des problèmes relationnels, des problèmes environnementaux. Et donc, c'est parce que, certes, il y a des démences, mais parce que aussi, il y a d'autres facteurs, de cofacteurs, qu'il existe à ce moment-là des problèmes comportementaux. Ça a été modélisé, ça c'est une équipe suisse qui publie dans une revue donc germanique, en tout cas intéressante, d'un modèle qui essaye de montrer que les troubles comportementaux et psychologiques sont le résultat de l'incapacité d'exprimer ou de répondre à un besoin. Et là, ils vont aux besoins fondamentaux, sur la douleur, sur la faim, sur la soif, sur la stimulation. Et ils montrent bien que c'est important de prendre en compte ces différents besoins pour donner du sens aux troubles du comportement et donner aussi du sens à l'action des soignants vis-à-vis des troubles du comportement. Et ils montrent aussi, dans deux études contrôlées, une réduction des troubles comportementaux et même une diminution de la prescription des psychotropes. Mais en fait, ce que je voudrais vous convaincre, c'est que en fait, c'est vraiment un modèle gériatrique. Et Jean-Pierre Bouchon avait tout dit déjà en 84, avec des patients qui vieillissent, des patients qui ont des pathologies cognitives comme Alzheimer, et des facteurs intercurrents, facteur 3, qui peut être environnemental, relationnel, tout ce qu'on vient de dire, et qui à ce moment-là passent sous un seuil de défaillance, un seuil de décompensation comportementale. Et donc déjà, à l'époque, il avait tout dit. Et je pense qu'à l'époque où on parle de la psychiatrie de la personne âgée, où les psychiatres ont pris en main la psychiatrie de la personne âgée, il me semble important que les gériatres gardent en tête que cette problématique, elle est gériatrique, elle est psychogériatrique peut-être, mais en tout cas, elle est gériatrique. Bien sûr, ça nous fait dire que dans les facteurs intercurrents, en tant que gériatre, on va s'intéresser d'abord et avant tout, et c'est logique en termes de priorité, aux problèmes de traitement des pathologies somatiques. Ça, c'est un message évident. Par rapport à ça, juste une chose, c'est qu'il y a beaucoup de médicaments qui sont à l'origine des troubles du comportement. Et donc une révision systématique de l'ordonnance est toujours nécessaire. Des médicaments en plus, des médicaments en moins. Les sevrages peuvent donner évidemment des troubles du comportement. C'est quelque chose donc qu'il faut toujours interroger dans le trouble du comportement. Autre point important, la douleur, elle est fréquente. Il y a des études qui montrent qu'elle est corrélée à des troubles comportementaux comme l'agressivité physique, la déambulation ou même le cri. Et donc c'est important de l'envisager et de la traiter. Il y a une époque, j'entendais certains collègues qui proposaient des traitements systématiques antalgiques pour des patients qui avaient des troubles du comportement qui étaient peu communicants. Je pense que c'est pas forcément intéressant, enfin c'est pas forcément efficace. Je pense qu'il faut vraiment cibler le traitement antalgique. L'important c'est de se poser la question et peut-être de tester, mais en tout cas pas systématiquement en mettre. Donc mon choix, je vous dis, il est discutable. J'ai vraiment omis de parler de tout ce qui est approche psychosociale.
Ce d'autant en plus qu'ici à Broca, vous avez quand même beaucoup d'études. Je pense à Anne-Sophie par rapport à toute l'approche des robots et autres. Donc on fait l'impasse là-dessus parce que je voudrais insister sur le médicament. Certains aujourd'hui disent que dans le trouble du comportement, il faut éviter le médicament. Je pense que c'est une position qui est dogmatique et je pense que c'est difficile aujourd'hui de gérer les troubles du comportement sans aucun médicament. Alors, comment on peut s'y retrouver? Bien sûr, le psychotrope, c'est pas le traitement à mettre en première intention, c'est la dernière marche donc de la démarche de la prise en soin de ces patients-là. Mais en tout cas, à un moment ou à un autre, il va probablement falloir l'utiliser, et parfois même assez rapidement. Alors, la première chose qu'on peut voir, c'est, en plus un peu historique, quels sont les premiers médicaments qui ont été étudiés dans cette problématique-là. Ce sont des médicaments antidémentiels. Est-ce qu'aujourd'hui, on a la preuve que ces médicaments-là sont efficaces pour traiter les troubles du comportement? Alors, il y a des études sur le donépésil, plutôt sur l'apathie, la dépression et l'irritabilité, qui sont corroborées à d'autres études avec la galantamine ou la rivastigmine, qui montrent qu'en fait, les patients qui sont traités avec ces molécules-là vont, au cours de l'évolution de la maladie, moins fréquemment présenter des troubles du comportement, comme si on avait une action, entre guillemets, préventive par rapport aux troubles du comportement. Maintenant, si vous avez un patient qui a une pathologie démentielle de type Alzheimer et qui présente des troubles du comportement, vous aurez beau mettre votre traitement antidémentiel, ça ne va pas résoudre le trouble du comportement. Donc les résultats seront négatifs en termes thérapeutiques. C'est la même chose par rapport à la mémentine. Alors là, on est plus dans les symptômes positifs. On va trouver des publications sur l'agitation, l'agressivité, le délire, l'hallucination. Et pareil, des choses qui vont être intéressantes à moyen terme, voire à long terme, mais qui à court terme, par exemple sur l'agitation à 12 semaines, restent négatifs. Donc ce n'est pas le traitement médicamenteux du trouble aigu du comportement. Vous avez tous testé. Quand l'équipe en peut plus et qu'il vous dit que Madame Michu elle est agitée, vous pouvez mettre ce que vous voulez comme traitement de ce type-là, ça ne change rien. Parfois, et c'est l'expérience qu'on a dans les unités qui prennent des patients avec des troubles très envahissants du comportement, c'est l'arrêt de ces molécules qui nous permet de passer un cap et le patient présente moins de troubles du comportement. Alors si on est exhaustif, on peut reprendre les publications sur le ginkgo biloba. C'est des vieux trucs, des marottes qui ressortent, mais n'empêche que quand on regarde les publications, c'était une revue de la littérature qui était publiée en 2016 sur 4 études, 3 étaient intéressantes dans la gestion des troubles de l'anxiété, l'irritabilité et l'apathie. Bon, ça reste une question de fond. Comment aborder cette problématique démentielle? Certes, le trouble du comportement n'est pas la démence, mais quand même, la démence fait le lit des troubles du comportement. Et traiter la démence, c'est déjà quand même traiter le trouble du comportement ou le prévenir. Est-ce qu'il y a encore aujourd'hui une place aux antipsychotiques? Eh bien, si on regarde la littérature, ça se bagarre beaucoup avant 2008. Et depuis 2008, on n'a plus beaucoup d'essais qui rentrent des patients sous antipsychotiques dans le trouble du comportement. Donc ça aussi, c'est une collection, enfin une revue de la littérature publiée en 2011. Qu'est-ce qu'on voit? On voit que l'olanzapine et la risperidone sont peut-être les deux molécules les moins mauvaises et les moins inintéressantes dans la gestion des troubles du comportement, qu'il s'agisse de l'agitation et parfois aussi de la psychose, en sachant évidemment qu'on a des effets indésirables de ces molécules, et ce qui nous fait tous hésiter à la prescription de ces médicaments. Je vous rappellerai quand même que prescrire un neuroleptique chez le patient dément, c'est le faire progresser dans sa maladie, et en termes de MMS, c'est augmenter sa déficience cognitive d'1 an d'évolution de la maladie. Et je vous rappellerai, pour vous faire peur encore, que sur 100 patients traités pendant 10 semaines pour un trouble du comportement par un neuroleptique, vous avez un mort. Bon, donc c'est pas la bonne idée, et les publications après 2008, elles deviennent très rares. Maintenant, ce qu'on voit arriver depuis 2008, c'est la place d'autres molécules, et notamment les antidépresseurs. Alors il y a des arguments pour les pro-sérotoninergiques. C'est vrai qu'il y a un certain polymorphisme du gène récepteur de la sérotonine et qui augmente de façon considérable le risque de dépression et de maladie d'Alzheimer. Ce qu'on voit aussi, on a pas mal de publications pour des patients déprimés avec Alzheimer avec des fonctions, qui ont des fonctions sérotoninergiques diminuées dans certaines régions du cerveau, comme le cortex préfrontal dorsolatéral. Qu'est-ce qu'on a comme études antidépresseurs et troubles du comportement?
passées et actuelles. On a en fait pas mal de molécules qui sont testées et la plupart des essais se tournent autour du citalopram. Est-ce que c'est un effet de laboratoire ou de facilitation pour manipuler la molécule? En tout cas, il y a plus d'essais sur le citalopram, soit seul, soit en comparaison notamment donc, de neuroleptiques. Et des essais qui sont donc d'actualité, pour certains encore en cours. La trazodone, c'est quelque chose qui n'est pas utilisé en France, qui existe en Europe, aux États-Unis, mais lui aussi un ISRS, 5-HT2A. Alors juste pour vous montrer qu'au bout du compte, dans une étude qui était pas mal faite de Pollock, publiée en 2007, l'IRS citalopram fait aussi bien, alors fait mieux à un moment, mais ça se rejoint, fait aussi bien que la risperidone. Donc, il y a aujourd'hui quand même des arguments pour dire que les ISRS sont une alternative intéressante aux neuroleptiques. Et il y a une revue Cochrane publiée en 2001 par SETS qui montre que sur presque 700 sujets, voilà, on a un intérêt à utiliser ce type de molécules. Mais le problème, c'est que les troubles du comportement, ça reste encore extrêmement hétérogène. Donc il y a un effort dans les recherches, dans les publications, en tout cas dans les travaux à mener, sur mieux cerner les troubles du comportement. Il y a des travaux en cours. Alors là, c'est un consensus publié en 2015 sur l'agitation et l'agressivité. C'est probablement le domaine comportemental qui est le moins hétérogène de tous les domaines. Et donc, on essaye d'avoir à ce moment-là des définitions plus cadrées du symptôme comportemental pour vraiment avoir une mise en relation d'une cause à effet par rapport à un médicament. Alors c'est en anglais parce qu'en fait c'est pas encore accepté, mais en tout cas voilà, l'idée c'est d'avoir une définition consensuelle, par exemple pour ce qui est de l'agitation. Et l'agitation aujourd'hui est toujours couplée à l'agressivité, et donc je vous vois des échelles comme la Coates-Mansfield qui déjà proposait d'avoir une évaluation couplée. Et si on regarde ce qui se passe sur l'agitation, qu'est-ce qu'on a comme protocole en cours? Alors après, il y a des protocoles un peu originaux comme le lithium, donc difficile aujourd'hui à devoir un substrat à cette étude, mais enfin, en tout cas, elle est en cours, elle est en 2019. On a différentes cibles possibles, comme les récepteurs dopaminergiques, comme ici et ici. Et puis, on a un ISRS, enfin en tout cas un inhibiteur sérotoninergique un peu original, qui est la pimavanzérine, qui a été en fait publié dans un essai sur le Parkinson en 2014. Donc des patients qui ont été randomisés entre 2012 et 2014 avec cet agoniste inverse sélectif des récepteurs 5-HT2. Alors le mécanisme c'est un peu compliqué, c'est pas le récepteur de la sérotonine, mais c'est à côté et c'est un antagoniste au bout du compte de la sérotonine, donc ça bloque bien la sérotonine. C'est des patients qui sont parkinsoniens, donc diagnostiqués depuis au moins 1 an, qui présentent des troubles du comportement assez stables depuis quelques temps. Des hallucinations et des psychoses. On les met sous 40 mg de pimavanzérine ou sous placebo. On a une échelle donc, qui va mesurer les troubles du comportement dans la maille de Parkinson. Et on se rend compte qu'on a une nette amélioration des troubles psychotiques chez le patient parkinsonien dans le groupe traité par la molécule. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas d'effet secondaire, notamment au niveau moteur. Et donc ça te fait beaucoup réfléchir sur l'intérêt de cette molécule, bien sûr dans le Parkinson, mais maintenant des essais sont aussi proposés dans la maladie d'Alzheimer. Alors ça c'était des cours pour nous montrer qu'on améliorait d'une façon globale et spécifique les troubles du comportement sous cette molécule. Il y a une autre molécule qu'on voit apparaître aussi, c'est le dextroméporphan kinine. Kinine c'est pour la stabilité de la molécule. Publié à ce moment-là dans le JAMA 2015 avec des études qui sont en cours. Alors c'est en fait un dérivé d'opioïdes, mais ça n'a pas un effet antalgique. Ça joue sur les récepteurs NMDA et quand on monte les doses, on a un effet sur les troubles comportementaux. Alors l'essai est un peu compliqué parce que d'un seul coup, ils font ça en 2 phases et ceux qui sont répondeurs sous placebo sont ensuite inclus dans le bras à partir de la 5e semaine et répartis entre placebo encore ou la molécule. Et en tout cas, en global, on voit une amélioration, une diminution des troubles du comportement à 10 semaines de traitement. Donc, on a des choses qui sont prometteurs. Et si on recherche aujourd'hui ce qui est proposé
D'une façon générale, sur les troubles du comportement, en dehors de l'agitation, on voit des choses dans l'apathie, on voit des choses dans la dépression. Donc Hélène a parlé de la dépression. Je pense qu'il y a vraiment une réflexion à avoir par rapport à la dépression du démon. Il faut qu'on soit clair sur la clinique pour avoir des protocoles qui soient intéressants. Et puis on voit aussi, encore une fois, la piméncérine. Alors dans un essai qui comprend la France, et c'est l'équipe de Toulouse qui l'essaie. Et d'après ce qu'on sait de la référente qui utilise cette molécule, il y aurait des résultats intéressants, puisque même en double aveugle, elle pourrait dire quels sont les patients qui sont traités. À suivre en tout cas. Pour les originaux, je rappellerai que pour les autres molécules, il n'y a aucune preuve. Alors c'est tout petit, je dis, on voit pas grand-chose, mais c'est pour vous montrer que pour la carbamazépine dans les troubles du comportement, ça ne sort pas. C'est des petits échantillons et ça marche pas. De la même façon, pour le valproate, ça ne sort pas. Pareil, alors petit, plus ou moins 172 patients, hein, c'est un peu plus gros, mais ça ne sort pas. Donc il y a des effets mode, il y a des effets école, des effets structure. En tout cas, dans la littérature, ça ne sort pas. Donc, en conclusion, je voudrais vous dire que le NPI nous a un peu mené en bateau, en erreur. Cumming, c'est un neurologue, et il dit à ses étudiants, on va étudier quels sont les problèmes de comportement des patients que vous avez dans le service, et il demande à recenser tout ce qui existe. Donc on va parler du cri, on va parler de l'agitation, on va parler de la dépression, on va parler de tout. Et on a à la fois des symptômes, on a à la fois des syndromes, et on a à la fois des pathologies. Et on a un peu trop mélangé tout ça, et on a eu une vision un peu binaire des choses. Alors je dis pas vision neurologique, mais en tout cas c'était à l'époque comme ça qu'on concevait les choses. Ces troubles qu'on observait, et s'ils disparaissaient avec un traitement qui guérissait la maladie d'Alzheimer. Et donc on en a fait une réflexion un peu binaire. Il y aura quelque chose dans le cerveau, un endroit, il y aura un neurotransmetteur, et à ce moment-là, ça pourrait expliquer pourquoi le patient il est agité, pourquoi il crie. On a bien compris depuis que c'était pas aussi simple que ça. Et donc c'est un modèle qui est plus compliqué que ça. Et je pense qu'aussi il faut arrêter de parler des symptômes psychologiques, la dépression, l'hallucination, l'anxiété. Je pense que, par exemple, par la psychose, par tout ce qui est délire et hallucination, je pense qu'il faut parler, enfin je pense, aujourd'hui on dit, qu'il faut parler de symptômes d'allure psychotique, plus que de symptômes psychotiques. On n'est pas du tout dans la même aire de jeu, on n'est pas du tout dans la même problématique. Donc il faudrait aussi faire évoluer notre vocabulaire pour ne pas tomber dans ces pièges-là. Et je voudrais finir pour dire que vraiment, au bout du compte, la prise en charge de ces patients, c'est le modèle type de la prise en charge gériatrique. Une évaluation globale du patient et de son entourage. Bien sûr, une démarche éthiopathogénique qui doit être bien conduite pour proposer le bon traitement. Bien sûr, les approches non médicamenteuses, elles doivent être promues, et vous travaillez tous avec une psychothérapeute systémique, une familiale, une TCCiste, un aromathérapeute, un snozédéiste. Donc bref, vous avez des équipes très riches pour pouvoir aborder toutes ces approches non médicamenteuses. Non, parce que ça peut être aussi des techniques qui sont intégrées par les soignants, et donc je pense qu'il faut réfléchir à ça. En tout cas, voilà, j'espère vous avoir convaincu que c'est l'affaire du gériatre que de gérer le trouble du comportement chez le patient âgé dément. Je vous remercie. Merci.